Envie d'harmonie. Des histoires décalées pour d'autres regards sur le monde. La communication animale. Florence est scientifique depuis longtemps. Depuis toujours, elle sent qu'une autre voie est possible. De formation classique, après avoir travaillé notamment pour le CNRS, elle œuvre maintenant dans les médecines complémentaires. S'intéressant à l'énergie qui nous compose tous, et à de multiples autres domaines, souvent très en lien avec les caractéristiques de la communication animale. Bonne écoute à vous. Bonjour, Bonjour. Florence. Enchantée. Donc, on est ici pour parler de vous, de votre travail et aussi de la communication animale. J'aimerais bien savoir un petit peu, alors vous travaillez dans la science, vous êtes scientifique, mais vous avez choisi d'être un petit peu plus dans un côté alternatif, même si vous avez été beaucoup au départ, de travailler pour le CNRS par exemple, quelque chose d'assez classique. Comment s'est né votre intérêt pour la science ? Alors mon intérêt pour la science, j'avoue que j'étais un petit peu poussée par mon père. Initialement, je voulais être médecin. Et puis, pour des raisons personnelles et familiales, puisque j'ai accompagné un de mes grands-pères jusqu'au dernier souffle, je me suis dit, si c'est ça être médecin, ça va pas être pour moi. Et donc, un peu poussée par mon père, je me suis orientée vers la science, et puis j'y ai pris vraiment goût. Et après, je suis une curieuse et une étudiante perpétuelle. J'aime comprendre les choses. Et ce qui m'a amenée à m'éveiller alors à ce côté des médecines complémentaires. Aujourd'hui, il faut bannir le mot alternatif parce que ça a une connotation assez négative aujourd'hui, parce que ces médecines, elles sont complémentaires de la médecine conventionnelle. Donc, il y a tout un domaine d'investigation qui vient en complément de ce qui est fait aujourd'hui. Lorsque j'étais jeune, mon père avait un de ses collaborateurs qui était barreur de feu et médium. Donc imaginez-vous, dans les années 1970, cet homme se cachait parce que c'était le genre on va dire, de capacité qui était peu connue et qui était surtout tabou. Je me souviens qu'il avait dit à mon père, ta fille, je la vois en blouse blanche. Et alors tout le monde là autour de moi se moquait de moi parce qu'à l'époque, vous savez, les épiciers portaient des blouses blanches. On va me dire, mais tu seras épicier, super. Et en fait, j'étais en blouse blanche, mais dans un laboratoire de recherche. Il avait vu juste quand même. Il avait vu juste, mais à l'époque, il savait pas que c'était de faire de la recherche, mais en tout cas, on va dire le contexte était juste. Et en fait, c'est tout ce qui est, à l'époque, on appelait ça le paranormal, qui aujourd'hui rentre de plus en plus dans la normalité, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui développent des capacités un peu incroyables, qui commencent à peine à être abordées par la science, et la communication animale en fait partie. D'accord. Dans la science, vous êtes formé comment ? Vous avez commencé à travailler pour qui ? J'ai fait la faculté de sciences à Toulouse. Et j'ai fait un parcours scientifique classique jusqu'à un doctorat en neurosciences et pharmacologie, en étant passé par l'immunologie approfondie à l'Institut Pasteur à Paris. J'ai travaillé essentiellement pour Sanofi. Ensuite, j'ai travaillé dans des organismes de recherche publics, CNRS, INSERM. J'ai travaillé de 3 ans aux États-Unis. Donc ça, c'était un parcours de 15 années à peu près. Ah oui. Et puis, j'étais assez frustrée dans ce travail de chercheur. On dépense beaucoup d'énergie pour des retours qui sont frustrants, je veux dire, par rapport à tout ce qu'on a dépensé. Donc en fait, ensuite, je me suis installée comme rédacteur médical et scientifique en freelance. Donc j'ai gardé le côté du chercheur qui me plaisait le plus, c'était lire les publications, faire des synthèses, expliquer, etc. Donc je me suis installée et là j'ai travaillé pour le compte de l'industrie pharmaceutique et pour le compte de l'industrie agroalimentaire. Donc j'étais capable de prendre une idée et de rédiger tous les documents de l'idée jusqu'à la mise sur le marché d'un produit. Du coup, c'était un pas vers... ça vous semblait moins frustrant de faire ce genre de travail ? Ça me semblait moins frustrant et ça me correspondait beaucoup mieux. À côté de mon parcours scientifique, ma passion, c'était
complètement autre chose. C'était tout ce monde de l'irrationnel, de l'invisible et de l'énergie. Parce que j'ai été sensibilisée très jeune à ce monde de l'énergie. Et là, je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais ado, je voulais soigner les gens avec mes mains. Un peu comme ce barreur de feu. Et je savais pas comment on faisait. Donc j'ai commencé à apprendre le massage, le tuina, j'ai commencé à faire du yoga, du tai chi chuan, et ce sont ces disciplines-là qui m'ont sensibilisée à l'énergie dans le corps, cette énergie que je pouvais ressentir dans mes mains et que je pouvais ressentir circuler dans mon corps. Et je me suis dit, il y a autre chose. Il y a autre chose que notre simple corps physique. On est animé d'une énergie, on ne la voit pas, on peut la ressentir, ça s'éduque comme tout, puisque à mon avis, chaque humain a cette capacité à ressentir l'énergie, en tout cas à apprendre à la canaliser ou à travailler avec. Donc après, je n'ai eu de cesse d'apprendre et de chercher à comprendre, en fait. Ça m'a permis de me former en tant que praticienne et petit à petit de commencer à accompagner les personnes en individuel. Alors, moi j'appelle ça praticien en médecine complémentaire parce que j'ai appris tellement de pratiques qu'aujourd'hui, j'ai pris les méthodes qui, à mon sens, étaient les plus pertinentes pour accompagner quelqu'un. Et j'ai créé ma propre formation. Aujourd'hui, elle s'appelle l'accompagnement intégral de l'humain, multidimensionnel et énergétique, parce que je vais vous apprendre des outils pour accompagner une personne au plan physique, émotionnel, mental, énergétique. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération la globalité de la personne. Mais ce qui me passionne le plus, évidemment, c'est d'amener les personnes à une perception de l'homme biologique, avec son corps physique, son corps matière, vers la perception de l'humain énergétique. Parce que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes aussi vibration. Aujourd'hui, dans le monde, vous avez de très nombreuses équipes de recherche qui ont enregistré les fréquences vibratoires de différents organes, des différents types de cellules. Et chaque type cellulaire résonne à une certaine fréquence, chaque organe a sa fréquence vibratoire. Et aujourd'hui, ça prouve bien qu'au-delà de notre apparence physique, nous dégageons de l'énergie qui va être propre à chacun. Une émotion, une pensée, vous la voyez pas. C'est de l'énergie à l'état pur. C'est ce qui nous constitue. Les émotions, ça se voit pas, mais on les ressent à l'intérieur de nous. Et une émotion, si vous êtes dans la tristesse, cette émotion, c'est une certaine fréquence vibratoire qui va avoir une onde de déplacement très lente, peu intense. Vos pensées, si vous avez des pensées positives ou des pensées négatives, c'est pareil, la fréquence va être différente. Donc, entre vos émotions, vos pensées, vous dégagez une certaine qualité d'énergie. Et si vous êtes à l'écoute de la personne, vous allez ressentir. Aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans mon bureau, qui est très stoïque, etc., je vais pouvoir percevoir son état émotionnel, dans la tristesse, dans la colère, je le ressens. Allez, ça reste entre nous, alors vous avez perçu quoi quand je suis arrivé? Je ne le dirai pas, mais non, c'est juste pour vous dire que si on est vraiment à l'écoute, on peut percevoir les personnes qui nous entourent, mais aussi les animaux, mais aussi les plantes, avec d'autres sens, nos capacités extrasensorielles. Alors, du coup, pour revenir le soin global que vous faites là auprès des personnes, par exemple, vous avez quelle technique, quels outils, quelle discipline pour ça? Alors, parmi les outils que j'utilise, il y a des outils de kinésiologie, par exemple. Alors, kinésiologie en 2 mots. La kinésiologie, le postulat, c'est que le corps garde en mémoire tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes né, in utero, dans le ventre de maman et avant, si on y croit. Donc, on utilise un test musculaire qui va c'est un peu comme une réponse oui-non, et on pose des questions au corps parce que le corps est considéré comme une banque de données.
Tout est enregistré. Donc, vous allez venir, vous allez m'exposer un certain nombre d'objectifs, de problématiques, et moi, je vais demander au corps quelle est la problématique à traiter aujourd'hui. Il va me dire oui, non. Est-ce que c'est ça? Oui. C'est le corps qui parle. C'est ça. On va s'appuyer sur la tonicité musculaire. D'accord. Si c'est quelque chose qui vous renforce et qui est bénéfique pour vous, les muscles vont être toniques. Si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, les muscles vont être atoniques. Ensuite, j'utilise par exemple les outils de Stanislas Grof, donc de respiration holotropique, ou des outils de renaissance, de faire vivre aux personnes une naissance. Les personnes sont dans un état modifié de conscience très léger, donc c'est comme si je posais le mental sur la table et il n'y a que le corps qui va parler. Et le corps va se libérer de tout ce qui est resté coincé, engrammé dans les cellules. Okay. Si vous voulez, tout ce qui est choc émotionnel, une émotion étant une énergie, c'est une énergie lorsqu'il y a un choc qui se cristallise dans le corps, à certains endroits du corps. Il faut considérer un être humain dans sa globalité, avec un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps énergétique. Si vous agissez que sur un seul corps, il en manque. C'est pour ça que la médecine arrive un peu dans une impasse, parce qu'elle ne s'occupe que du corps physique et elle met pas encore en avant l'importance de travailler aussi sur nos émotions, sur nos pensées, notre structuration psychologique et encore moins sur notre versant énergétique. Mais c'est ce vers quoi on s'achemine de toute façon. Vous avez créé un institut ? Oui, je fais de la formation depuis une dizaine d'années et il y a 2 ans, bientôt 3, j'ai officialisé un institut de formation que j'ai intitulé l'Institut des sciences de l'éveil de l'être. L'idée, c'est de mettre à disposition du plus grand nombre des informations scientifiques en les vulgarisant, parce que ça reste quand même ma particularité, et de les rendre accessibles au plus grand nombre, et inversement d'essayer d'ouvrir un peu les scientifiques à une autre version de l'humain qui sera plutôt énergétique et vibratoire. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai... Et après, donc, c'est de faire le lien entre la science et le savoir des anciens, parce que plus j'avance dans mes lectures et mes recherches, plus je m'aperçois que les scientifiques sont en train de redécouvrir ce que les traditions, en particulier orientales, utilisent et prônent depuis des millénaires. L'acupuncture, ça marche. Moi, quand j'avais 14 ans, on m'a amené chez un acupuncteur. À l'époque, ils étaient considérés comme des charlatans. Aujourd'hui, tout le monde achète l'acupuncteur comme il va chez son médecin généraliste et ça pose plus de problème à personne. Et il a fallu que ça passe par la démonstration scientifique, parce qu'il y a des équipes dans le monde qui valident aujourd'hui que l'acupuncture, ça existe, etc. Ah ouais. Pour que l'Occident se dise « Ah oui, donc ça marche ». Comment ils valident ça? Comment ils l'expliquent? Parce qu'ils ont mis des appareils de mesure justement de fréquence sur les points d'acupuncture et ils ont pu observer des modifications de potentiel. D'accord. Et donc de retracer l'énergie qui circule dans les méridiens d'acupuncteur. Et vous, alors, vous utilisez aussi une caméra spéciale? Oui, c'est la caméra GDV BioWell, c'est le domaine de la bioélectrophotonique. Le concept, c'est que, justement, le corps humain émet de la lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Vous savez, dans les traditions du monde entier, toutes les traditions vous disent que nous sommes des êtres de lumière. Alors, les Russes ont développé un appareil, ce sont les premiers. Lorsque vous envoyez une onde électromagnétique sur du vivant, en retour, le vivant, et en particulier le corps humain, émet de la lumière. Et cet appareil va capturer la lumière émise par le corps. Et ensuite, les données sont modélisées dans des logiciels informatiques dans lesquels ils ont entré des données de la médecine traditionnelle chinoise, de la médecine ayurvédique et de notre médecine occidentale. Donc, vous obtenez un bilan énergétique. Donc, on va pouvoir visualiser le champ d'énergie autour de la personne, visualiser les centres d'énergie qui sont localisés le long de la colonne vertébrale, l'énergie qui circule dans les méridiens d'acupuncture et l'énergie dans tous les organes internes. Mais ça, le fait d'envoyer une onde électromagnétique et que du coup notre corps réagisse en lumière, comment on prouve ça? Comment on le prouve? On le voit quelque part? Oui, c'est visuel. Ah oui, d'accord. Vous voyez une image, vous voyez des images en fait. D'accord. On voit avec la caméra, on voit la lumière qui est renvoyée par le corps. Oui, qui est renvoyée par le corps. Ouais, c'est basé, peut-être que vous connaissez, sur l'effet Kirlian.
les faits Kirlian, ce sont des époux physiciens russes, et c'est eux qui ont mis au point, qui ont démontré l'existence d'un champ lumineux autour du vivant. Ils ont commencé par des plantes, ensuite des animaux et ensuite l'homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la structure du corps humain ressemble à une antenne de Tesla. Et l'antenne de Tesla, ce qui la caractérise, c'est d'émettre et de recevoir des fréquences vibratoires. Une antenne de Tesla, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, c'est une antenne avec une forme verticale, avec différents étages. Il faudrait que je vous montre ça, il y a des photos sur... Donc vous avez le corps humain et vous mettez l'antenne de Tesla et les proportions du corps humain correspondent aux proportions à peu près de l'antenne de Tesla. Ce qui veut dire en résumé que notre corps est un émetteur et un récepteur de fréquences vibratoires, et en particulier notre cerveau. Par exemple, moi, je pourrais... enfin, tout le monde pourrait dire, bah oui, notre corps, il émet des ondes. Bah, par exemple, quand on parle, en fait, on émet des ondes sonores. Oui. Mais donc, évidemment, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a vraiment pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Lorsque nous parlons, on utilise des mots qui ont une certaine fréquence. Il y a la tonalité de ma voix. Donc, je vais émettre à votre égard une certaine fréquence. C'est le fameux verbe des traditions, qu'on dit que le verbe est créateur. C'est-à-dire, quand vous parlez, vous émettez de l'énergie, en fait, qui vient vous impacter quelque part. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand vous ressentez une émotion, c'est de l'énergie que vous émettez à l'extérieur de vous. Quand vous pensez, ce sont aussi de l'énergie que vous dégagez. Donc, si vous faites le bilan entre le corps physique, les émotions, les pensées, vous créez un champ d'énergie qui vous est propre en fonction de qui vous êtes. Et ce champ d'énergie, n'oubliez pas que l'énergie, c'est de l'information. Mais alors, je comprends quand on a une émotion, parce que c'est vrai qu'on peut dire, déjà, on se sent, nous on dit je me sens triste ou je me sens joyeux, et puis une personne qui est en face de vous peut dire oh là, je sens que tu vas pas bien, ou je sens au contraire que tu vas super bien. Et par contre, les ondes de pensée, la pensée qui émet une onde, ça m'échappe un peu plus. Les pensées, vous pouvez pas les voir, je ne suis pas dans votre tête, je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire, pourtant vous en avez tout le temps. D'accord? Et dites-vous bien que si vous vous concentrez ou si vous focalisez votre attention sur quelque chose, c'est comme si vous alliez concentrer une énergie et la focaliser sur un point donné. Ça rejoint un peu... alors, les travaux de Masaru Emoto sur l'eau et sur, vous savez, les expériences sur le riz. Le riz, vous lui parlez tous les jours, vous lui envoyez des ondes de haine, et puis vous prenez un autre pot de riz, vous lui envoyez vous lui parlez gentiment, avec beaucoup d'amour, vous lui envoyez des pensées lumineuses, et au bout de quelques temps, il y en a un qui va pourrir, celui à qui vous avez envoyé de la haine, et l'autre qui va être encore propre. Ça prouve bien que ça se passe à un autre niveau. Dont on n'a pas la capacité à voir avec nos sens habituels. Cette expérience, elle est vérifiée, elle est sûre avec le riz? Ça a été fait et refait maintes fois. Vous l'avez fait, vous? Non, moi non, mais je l'ai lu plein de fois. Mais j'ai des personnes dans mon entourage qui l'ont fait. Okay. La puissance de la pensée, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Oui. On nous a jamais appris, on n'a pas été éduqués d'abord à identifier et reconnaître nos émotions et à les nommer, et on n'a pas appris à travailler correctement avec notre cerveau. On nous a pas appris ce que c'était des pensées et apprendre à canaliser notre cerveau, à travailler avec un cerveau intégré, puisque vous savez, on a un hémisphère rationnel et on a un hémisphère intuitif. Et notre manque d'éducation va développer le rationnel et l'intuitif, appelé le cerveau, l'hémisphère des artistes, on s'en occupe très très peu. Mais qu'est-ce qui fait que vous allez être performant? C'est parce que vous allez développer de façon équivalente votre analyse rationnelle et votre perception intuitive. Et c'est là où vous allez vraiment avoir une autre perception du monde qui vous entoure. Sans compter ensuite les capacités extrasensorielles que vous pouvez développer parce que vous allez augmenter votre seuil de sensibilité.
Comment on pourrait expliquer la communication animale? Pour ma part, tout ce qui est vivant, par définition, c'est vibratoire. Donc, que ce soit des plantes, des animaux, des humains, nous émettons des vibrations. Et l'animal y compris. Et l'échange, ça revient entre deux humains, ça se fait la même chose qu'avec un homme et un animal ou un homme et une plante, c'est que nous échangeons de l'information. Donc, certes, l'animal n'a pas le langage comme nous, mais il a une façon de vous percevoir beaucoup plus intuitive. Il va percevoir votre fréquence. Si vous êtes triste, l'animal familier va le sentir. Si vous êtes joyeux, il va le percevoir aussi. Et si vous l'observez, il va avoir un comportement complètement différent. Donc il vous a capté d'une façon que... Et alors, nous aussi on peut ça, on peut sentir quelqu'un qui est triste ou qui est... C'est quoi la différence alors avec un animal? La différence, c'est que vous allez mettre des mots dessus, et vous avez alors que l'animal ne parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous a pas capté. Ils ont une façon de percevoir ce qui les entoure, à mon sens, qui est beaucoup plus subtile que la nôtre, mais beaucoup plus fine. Je reprends l'exemple que je citais. Lorsqu'il y a un événement naturel comme un tremblement de terre ou un tsunami qui se prépare, les animaux, ils ont déjà quitté le lieu quelques heures avant, alors que l'humain, il est toujours là, il a rien capté. Ça prouve bien qu'ils ont une sensibilité à percevoir cette énergie, des vibrations qui a changé et qu'ils sont avertis de quelque chose. Si on prend l'exemple des oiseaux migrateurs, ils font toujours le même chemin, chaque année à la même période. Ils se fient à quoi? Et ces histoires de chats qui vous déménagez, le chat, je sais pas, est parti, et puis vous avez perdu votre chat et vous êtes à des centaines de kilomètres dans une nouvelle maison. Et pour autant, on a des histoires comme ça où il y a des chats qui reviennent, même des mois après, même des années après, qui reviennent, qui retrouvent le chemin. Parce que, on va dire, comme nous sommes des émetteurs et des récepteurs de fréquences vibratoires, l'explication que je trouve, c'est que le chat il vous connaît, il va chercher votre fréquence, votre vibration, et il va se laisser guider par ça. Sachant que l'énergie, la vibration, ça n'a pas de notion ni d'espace ni de temps. Oui, parce que j'allais dire, à des centaines de kilomètres, sentir ses mètres quand même. Je vous donne un exemple. Je suis en train de penser à ma fille, elle habite en Australie, le téléphone sonne, c'est elle. Au même instant. Alors on appelle ça synchronicité, oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est un échange d'informations de cerveau à cerveau, je suis en train de penser à elle, c'est comme si elle l'avait entendu. Ça rejoint des scientifiques comme Rupert Sheldrake ou Karl Pribram. Ce sont des Américains, déjà dans les années 70-80. Ils parlaient Rupert Sheldrake, ce sont les champs morphogénétiques. C'est-à-dire que nous baignons dans un océan d'informations, dans un océan de vibrations, d'énergie, et on est tous connectés, on est tous interconnectés ou interreliés par quelque chose que l'on ne voit pas. On est tous les deux assis sur une chaise, entre nous on va dire il n'y a rien, il y a du vide, pas du tout. Il y a de l'énergie qui circule. Oui. Mais on la voit pas. Parce qu'après, il y a la problématique dans la communication animale intuitive, on parle également de pouvoir ressentir des choses sur une photo. On parle aussi de quelqu'un peut vous dire au téléphone, alors que vous êtes dans une autre ville et vous pratiquez la communication animale intuitive, mon chien nous pose un problème pour ci, pour ça, à distance, quel est le prénom de votre chien? Il s'appelle un tel, et puis éventuellement une photo, et la personne va travailler à distance comme ça. Rien qu'avec une photo et un prénom d'animal, à des centaines de kilomètres de distance, de sentir l'animal. Il n'y a pas d'espace, pas de temps pour cette énergie, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc, peu importe la distance qui vous sépare. Quand on vous donnait le nom de l'animal, c'est son identifiant. Il vit avec telle personne, il s'appelle comme ça à tel endroit, et c'est une adresse. Ouais. C'est un peu comme le téléphone portable. Je fais un numéro, c'est votre numéro, c'est pas celui de la voisine. C'est avec vous que je vais parler, pourtant je suis à 500 km, on va pouvoir se parler. Ça n'interroge personne.
Il n'y a que moi que ça interroge, j'ai l'impression, parce que quand j'explique ça, les gens trouvent que c'est normal. Non, mais j'ai juste un objet dans la main qui est connecté à rien, que je vois, je fais votre numéro, je vous parle. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et alors ça, c'est acquis pour tout le monde, mais quand on peut dire « donnez-moi le nom de votre chat et je vais pouvoir lui parler à distance », alors là, tout le monde, personne n'y croit. C'est fabuleux quand même. Aller vers plus de énergie, vibration, médecine qui travaille avec tout ça. Ça, c'est indéniable, parce que, d'autant plus avec la période que nous traversons, la médecine est en train de s'essouffler. Un exemple, quand j'avais 10 ans, si les personnes tombaient malades, on vous donnait de la cortisone uniquement quand vous arriviez à l'hôpital, donc c'était très grave. Aujourd'hui, vous allez laisser le médecin généraliste, vous êtes malade, la cortisone en première intention. Donc ils commencent à être démunis, nos médecins. Ils n'ont plus les molécules pour répondre aux personnes. Il y a de plus en plus de gens qui font des allergies aux antibiotiques, et les remèdes, etc. Donc notre médecine, qui ne s'occupe que de notre corps physique ou que de notre organe, et qui voit que le malade, elle est en train de s'éteindre. Donc on est en train de passer d'une médecine basée sur la chimie vers une médecine qui est basée sur la physique. Et donc avec des ondes, avec des fréquences. Et si vous observez un peu sur le marché, nous avons de plus en plus d'appareils qui permettent d'accompagner une personne sur un désordre quel qu'il soit avec des fréquences vibratoires. Donc vous voyez, on est dans cette transition, on est en train de passer de la chimie à la physique. C'est pour ça que ce monde de l'énergie, même si ça freine des quatre fers, parce que personne qui a intérêt à ce que ce soit développé, pas grand monde, mais on y va de toute façon. On y va. D'accord. Donc, je ne sais pas si on commence à le voir, mais c'est pas encore très développé. Mais il y a de plus en plus d'appareils qui vont permettre d'accompagner des personnes en leur envoyant des fréquences vibratoires. À la fois de faire un bilan de la dissonance énergétique et de vous envoyer les bonnes fréquences pour permettre aux cellules de se réharmoniser et de retrouver un fonctionnement optimal. Après, j'ai pas l'impression que ce soit très très répandu encore, mais nous sommes au début du début. Nous sommes dans cette transition, dans ce changement de paradigme, et c'est pas facile. Mais c'est ce vers quoi nous allons, et ça va pas s'arrêter. Ce qui exige un changement dans la tête des gens, et en particulier des soignants. Moi, je vois dans mes formations, ces dernières années, j'ai de plus en plus, alors c'est avant tout les infirmières, mais j'ai des médecins généralistes de plus en plus, j'ai des pharmaciens qui s'y retrouvent plus dans leur activité et qui disent mais c'est pas possible, qui ont essayé d'autres choses et qui se rendent compte que, en complément de ce qu'ils font avec la médecine conventionnelle, ils ont aussi des résultats et ça les aide. Donc c'est en passant par l'expérience que l'on va arriver à ce changement. Un changement de paradigme et à l'aube d'une nouvelle ère complètement différente. Et ça demande aux personnes, dans leur tête, un changement. Comme je dis toujours, c'est quand Copernic a annoncé que la Terre n'était plus plate et qu'elle était ronde, vous imaginez dans la tête des gens, eh bien nous sommes en train de vivre la même chose. On est en train de dire aux gens, ok, vous n'avez pas qu'un corps physique, mais vous avez aussi un corps d'énergie avec lequel vous pouvez faire plein de choses, mais on ne vous a pas encore appris. Et donc, il y a quand même une majorité de sceptiques, etc. Sauf qu'à un moment donné, la bascule va se faire. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à faire du yoga, qui se mettent surtout à la méditation. Oui, c'est vrai. Et la méditation, c'est quoi? Vous allez apaiser votre être intérieur, et quand vous vous apaisez, que vous vous posez, que vous êtes aligné avec vous-même, et que c'est calme à l'intérieur, vous pouvez commencer à percevoir ce qui vous entoure différemment. Et la méditation, ces dernières années, vous voyez l'explosion. Vous avez justement des personnes comme ça qui sont... alors, il y a vous qui faites ce travail, et des personnes qui, par exemple, en France, travaillent là-dessus, à qui qu'on pourrait recommander, qui font un travail de vulgarisation, qui font un travail sur ces sujets-là? Alors, nous avons un Français quand même qui est assez célèbre et qui travaille dans ce milieu depuis très longtemps, qui est Patrick Drouot, qui est physicien à la base, et qui a laissé de côté ce monde scientifique pour basculer dans ce monde vibratoire, on va dire comme ça. D'accord.
Et lui, Patrick Drouot, je crois qu'il a sorti son livre « Nous sommes tous immortels ». C'est ce qu'il a rendu célèbre d'ailleurs. Et c'était dans les années 70, je pense, 70 ou 75. C'est ce qu'il a rendu célèbre. Et c'est vraiment un pionnier en France. Et il a ramené plein de techniques des États-Unis. Peut-être à l'étranger, du coup, des références en ce moment, actuellement, qui travaillent là-dessus. À l'étranger, il y en a plein, surtout les Américains. Vous avez Bruce Lipton, qui a écrit La biologie des croyances, qui est super intéressante. Il y a les travaux de Joe Dispenza, qui est très connu. Vous avez Greg Braden. Au Canada, vous avez Mario Beauregard. Aux États-Unis, on a encore l'Institut des sciences noétiques avec Dean Radin. Il y a l'Institut HeartMath. Vous voyez, il y a énormément... Alors, les Américains sont très en avance par rapport à nous. Il y a beaucoup plus de recherches qui sont faites. Par contre, la recherche qui est faite dans ce milieu-là, pour l'instant, elle est essentiellement réalisée par des instituts privés. Ça commence un peu à arriver dans le milieu scientifique. Je trouve quand même des publications sur le sujet, mais c'est pas encore l'abondance. En France, à ma connaissance, je ne vois pas d'institut qui travaille sur ce sujet-là. Moi, je pense que ce que nous devons retrouver, que nous avons perdu, c'est notre connexion à la nature. Parce que ce soit les plantes ou les animaux, ils ont beaucoup à nous apprendre. Et qu'on se positionne comme des êtres supérieurs, et je pense que pas du tout. Et qu'en se mettant en lien avec eux, ils ont énormément à nous apprendre. Et j'ai trouvé une citation de ces jours-ci qui est la suivante: tant que l'homme n'apprendra pas à respecter et à communiquer avec le monde animal et végétal, il ne pourra jamais connaître son véritable rôle sur la planète, qui est peut-être celui d'être gardien de la Terre. Parce que la Terre est un joyau, mais que nous sommes en train de détruire. Et c'est pour ça que, en apprenant à communiquer avec ce monde de l'invisible, avec les animaux, avec les plantes, je pense qu'ils nous ont beaucoup à nous apprendre. Merci beaucoup pour ce mot de la fin très très beau. Merci à vous. Merci. Et si, comme le dit Florence Pousset, il n'y avait pas qu'une possibilité technologique pour interagir avec l'autre à distance, comme on le fait avec les téléphones portables, mais si nous pouvions le faire entre nous, avec notre corps, notre cerveau, sans parole. À bientôt!